Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle insaisissable review. Cette fois-ci, je couvrirai les chapitres 44 à 58. Des chapitres plus calmes, mais à l'intrigue tout de même intéressante et à la finalité importante pour la suite. Pour commencer, après la relative défaite des forces de Suwa et de ses alliés, la plupart allèrent se cacher dans les forêts alentours, alors que Tokiyuki et ses compagnons retournèrent à Suwa. Là-bas, on fait la connaissance du petit-fils de Yorishige, Yoritsugu. Il n'a que 7 ans, mais il est déjà nommé dieu de Suwa, Yorishige lui ayant transféré cette charge récemment. Malgré son statut divin, on voit dès le départ qu'il a deux visages. Le premier est très vil, très menaçant, où d'ailleurs Yusai Matsui s'amuse beaucoup à dessiner les grimaces les plus exagérées et loufoques pour donner un air exagérément terrifiant à ce jeune garçon. On voit d'abord son visage vil qu'il a quand il est seul avec Tokiyuki, montrant vite de l'hostilité à l'égard de notre insaisissable samouraï. L'autre visage, très joyeux, faussement mignon et enjoué, est celui qu'il a quand il est avec son père et son grand-père. On comprend alors vite que cette double attitude est due au fait que Yoritsugu ne reçoit plus autant d'attention de la part de son grand-père depuis que Tokiyuki est arrivé au sanctuaire de Suwa. Yoritsugu va donc tout tenter pour discréditer Tokiyuki auprès de Yorishige et ira jusqu'à le défier dans un jeu de démons qu'il organise bien vite. S'ensuit alors une chasse entre les deux garçons qui démontrera encore les capacités surprenantes de Tokiyuki à fuir tout en pourchassant Tokitsugu qui commence lui à regretter ce défi, son concurrent le rattrapant très vite malgré les embûches qu'il avait semées. Dans la précipitation de ce jeu, Yoritsugu manque de perdre la vie en tombant d'une falaise, mais fut sauvé in extremis par Tokiyuki. Cela permit donc aux deux garçons d'enfin pouvoir parler à cœur ouvert, et c'est là que Tokiyuki apprend la jalousie de Yoritsugu à son égard. Bon seigneur, Tokiyuki revient au sanctuaire et ordonne à Yorishige de s'occuper exclusivement de Yoritsugu pendant 3 jours. Cette petite parenthèse au sanctuaire est plutôt la bienvenue, après l'intense bataille qui a duré tout de même 6 chapitres. De plus, Yusai Matsui nous prévient que Yoritsugu sera un allié de taille plus tard, donc c'est une prédiction bien intrigante. Ensuite, c'est dans cette parenthèse que Yusai Matsui s'est amusé à donner les grimaces les plus improbables à Yoritsugu, me faisant penser aux stéréotypes du comportement des Yakuza. Cela faisait un moment qu'on n'avait plus eu ce festival de grimaces très détaillé d'ailleurs. Au départ, c'était avec Sadamune pendant la course de tir au chien. Ce n'est d'ailleurs toujours pas ce que je préfère dans cette œuvre, mais pour un chapitre de transition ainsi, ça ne m'érange pas plus que ça. La seule grimace qui m'a amusé, c'est celle que Yusei Matsui donne à Tokiyuki quand il est exalté de pouvoir prendre Yoritsugu en chasse, après avoir fui tous les obstacles que le jeune dieu lui avait tendus. Celle-là était amusante, même si Yoritsugu, lui, en a plutôt peur. Faut dire que quand t'as quelqu'un qui te pourchasse avec un air un peu de psychopathe comme ça enjoué, il y a de quoi avoir un peu peur. Après ce jeu du démon, Tokiyuki reçoit la visite surprise de son oncle, Hojo Yasue, j'espère que je prononce ça bien mais c'est un peu compliqué, qui a apparemment miraculeusement survécu à la chute du shogunat de Kamakura et celle des Hojo. Cet oncle apporte avec lui un running gag plutôt amusant, car sa véritable pensée est écrite sur son large front, ce qui amène souvent des scènes plutôt cocasses, comme quand il raconte comment il a fui Kamakura. Après ces retrouvailles, Gemba lui fait une découverte inquiétante. Des Tengu, sortes d'espions ninja spécialistes de l'infiltration et de la collecte d'informations, se sont infiltrés en Suwa et menacent de découvrir la véritable identité de Tokiyuki. Gemba rencontre d'ailleurs un de ces Tengu et tombe là sur un adversaire qui ne se laisse pas berner par les techniques de diversion du garçon au masque de renard. Quand Yorishige apprend cette nouvelle, il s'inquiète et demande alors à Tokiyuki et ses insaisissables de quitter Suwa pour la capitale Kyoto. Cela semble risqué, car nombre d'ennemis du jeune garçon s'y trouvent. Mais si cette demande est effectivement risquée, elle est aussi très intelligente, car elle applique la technique assez connue d'aller se cacher sous les yeux de son ennemi qui n'entendra pas si près de lui. Les insaisissables partent donc pour la capitale après avoir déployé une ruse pour tromper les Tengu. En chemin, il tombe sur un poste de garde, et c'est là que Yasue va se montrer utile,
car malgré que ses pensées se lisent sur son front, quand il arrive à se mettre en condition, il se révèle être un comédien des plus convaincants. Il demande cependant une demi-journée de préparation, et pendant ce temps-là, on a entre autres un dialogue intéressant entre Fubuki et Gemba, car ce dernier cherche conseil auprès du stratège de la bande. En effet, le rusé Gemba est encore perturbé par sa rencontre avec un Tengu, où il s'est senti très inférieur face à ce mystérieux ninja. Il demande alors ce qui lui manque à Fubuki, dont les analyses sont toujours très justes. Ce dernier lui répond donc qu'il devrait développer des techniques offensives en plus de celles qu'il a actuellement, car au combat, il faut savoir être prêt à tuer. On a donc droit à un petit développement de Gemba, et ça c'est plutôt bien, car le personnage reste encore assez mystérieux. Après cela, Yasuie revient et il est prêt à déployer son plan pour passer à le poste de garde. On ne sait toujours pas ce que quelqu'un dont on voit les pensées peut bien faire pour mystifier les gardes, mais en tournant la page, j'ai été surpris de voir une pleine page d'un Yasuie faisant une grimace des plus improbables pour avoir l'air le plus pitoyable possible et ainsi pousser les gardes à le laisser passer pour se débarrasser d'un bruyant miséreux. Encore une fois, Yusei Matsui s'est amusé à donner à Yasue une expression du visage exagérément détaillée, comme il a déjà fait avec Yoritsugu il y a peu. Je crois que Yusei Matsui s'amuse beaucoup dans ce genre de cases. Et en plus, il fait ça très bien. Encore une fois, c'est pas mon délire, vraiment, mais lui, quand il veut vraiment exagérer, il y va et c'est vraiment parfait, en fait. Cela dit, il n'a pas oublié l'inscription sur le front de Yasue, où l'on lit pitoyable, en gros, avec un Hojo écrit derrière, plus effacé, pour bien montrer que l'oncle de Tokiyuki a réussi à se mettre en condition pour qu'on ne voit que ce qu'il veut exprimer et non ce qu'il pense. C'est subtil et bien pensé, j'aime ce genre de détails. Donc c'est bien que l'image vient aussi en support de la parole. Donc en plus c'est subtil, franchement j'ai pas capté ça tout de suite d'ailleurs, je pense que j'ai dû à ma deuxième relecture j'ai découvert, la première fois j'avais pas capté, donc ce genre de petites découvertes, ça fait plaisir. Après cette démonstration théâtrale, Yasue et les Insaisissables atteignent enfin la capitale Kyoto, et là encore, Yusei Matsui va m'émerveiller par une très large case qui prend les 3/4 de la double page. Celle-ci dépeint un panoramique de Kyoto plutôt impressionnant, montrant ainsi toute la grandeur de la capitale. On a donc une très jolie illustration du Kyoto de 1335, qui continue avec les cases suivantes, où est décrit là la grande agitation de la capitale. On a donc véritablement une double page de présentation de la ville qui m'a fait sentir arriver dans une grande ville foisonnante d'activités. C'est vraiment l'une des doubles pages que je préfère. En plus, quand on est fan d'histoire et peut-être de Japon aussi, hein, accessoirement, ça fait plaisir de voir une petite représentation de l'auteur. Moi-même, j'ai été à Kyoto, donc j'ai été au musée voir un peu les reconstitutions. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir ça dans le manga et de vraiment présenter la capitale comme une grande ville, parce que c'est vraiment la capitale du Japon à l'époque. Donc on sort de Suwa qui est un peu la province, entre guillemets, hein. On a vu brièvement Kamakura, mais voilà, maintenant on a vraiment la grosse capitale Kyoto, et franchement je trouve ce genre de case d'exposition vraiment de la ville vraiment intéressante, et en plus c'est très joliment dessiné, quoi. Mais bon, revenons donc au manga. Après avoir rapidement rencontré Sayonji Kidmune, dont la famille était autrefois le trait d'union entre le shogunat basé à Kamakura et le peuple vivant à Kyoto, les Insaisissables commencent leur visite de la ville pendant que Yasue fomente une rébellion avec Kidmune. On a donc encore quelques cases de présentation de Kyoto, tout aussi agréables que les précédentes, avec surtout une case illustrant une danse populaire très détaillée, et c'est assez incroyable je trouve, avec quel soin Yusei Matsui dessine une case pourtant peu importante. Il a même décoré les notes de musique servant d'onomatopée, c'est vraiment excellent. J'adore vraiment le sens du détail de Yusei Matsui pour ce genre de truc. C'est pas forcément ultra important, mais je trouve que ça met bien dans l'ambiance, et franchement le souci du détail est vraiment incroyable. On peut zoomer sur la case si on a envie, si on regarde ça sur Manga Plus, et on voit vraiment qu'il a vraiment pensé à tous les petits détails dans la case. Franchement, moi à chaque fois ça m'épate. Vous allez m'entendre souvent dire ça parce que je dis ça souvent, mais franchement j'adore ce genre de souci du détail. Mais bref, cela dit, après toute cette présentation, où l'on verra aussi rapidement le lieu touristique numéro 1 de Kyoto, le Kiyomizu-dera. C'est d'ailleurs un des temples les plus connus. Moi-même, j'y ai jamais été. Pourtant, j'ai été à Kyoto 2 fois. Mais voilà, c'est quand même
si vous allez à Kyoto vous-même, c'est le truc le plus touristique de Kyoto, je pense. Mais c'est bien de le voir en 1335 dans le manga. Donc voilà, c'est quand tu as pu visiter le Japon, c'est sympathique de voir des trucs que tu as déjà vu toi-même. Donc après toutes ces petites visites, on entre dans la petite intrigue qui occupera ce petit arc de la capitale. Enfin, la petite intrigue, il y aura une autre sur la fin, mais c'est celle qui sera la principale de l'arc. Car pendant que les insaisissables font la visite de Kyoto, Gemba a décidé de faire sécession et d'aller suivre des filles dans une espèce de maison de jeu. Et forcément, ce qui devait arriver arriva. Il va se retrouver dans une situation bien délicate, parce que bon, le pauvre, il a voulu s'essayer au jeu de la capitale et il s'est fait détrousser comme jamais. Parce que quand ses compagnons le retrouvent, l'infortuné jeune homme est presque nu et comme pétrifié face à une jeune fille. Les deux ont semble-t-il donc joué à un jeu de plateau, et Gemba s'est rapidement fait dépouiller de tout son argent, et même plus, car il est même endetté. Tokioki tente de sauver son compagnon en rassemblant tout l'argent qu'il a avec le reste des insaisissables, mais la jeune fille refuse et demande plutôt de racheter la dette de Gemba en jouant à un jeu qui s'appelle Sugoroku, qui serait une sorte de backgammon. Bon, personnellement, je connais pas le backgammon non plus, donc je sais pas très bien ce que c'est, mais c'est un jeu. Bon, maintenant je crois que c'est dans les casinos, maintenant ça se joue. Donc voilà, encore une fois, c'est bien d'apprendre un petit jeu. Je sais pas si ça existe encore au Japon. Mais voilà, c'est le genre de petit détail, encore une fois, qui est plaisant à connaître. Tokioki accepte, mais rapidement, c'est Shizuku qui prend sa place, sentant que la jeune fille est loin d'être ordinaire. D'ailleurs, on apprend rapidement l'identité de la jeune fille, après que Korijiro ait tenté de l'intimider pour la forcer à accepter l'argent et non une partie de jeu. La jeune fille déclare alors qu'elle s'appelle Sasaki Mima, la fille de Sasaki Doyo, un samouraï légendaire que Kojiro reconnaît bien vite. Cette révélation le calme alors rapidement, montrant ainsi toute l'aura imposante qu'a ce mystérieux mais connu samouraï. La partie de Sugoroku commence alors et Shizuku remarque bien vite que Mima semble être habitée par un fin pouvoir divin qui lui permet de rapidement prendre l'avantage dans la partie. Shizuku se dit alors qu'elle doit réagir pour que le pouvoir divin lui soit favorable. Pour cela, elle doit perturber son adversaire et la jeune servante déploie alors une technique plutôt surprenante. Elle demande à Tokioki de se coucher sur ses genoux, puis l'endort avec ses mystérieux pouvoirs divins, pour ensuite commencer à l'embrasser intensément tout en continuant à jouer. Cela a l'effet escompté car Mima est très déconcertée par ce langoureux baiser qu'elle trouve aussi passionné qu'indécent. C'est d'ailleurs assez amusant de voir la mise en scène de l'une de ces cases où Yusei Matsui a flouté Shizuku et Tokioki comme les émissions érotiques sont au Japon. Parce que généralement, les trucs un peu érotiques au Japon, ils sont pixelisés comme ça. Bon, on voit très bien ce qui se passe, on peut très bien s'imaginer ce qui se passe, mais c'est pixelisé quand même. C'est amusant à remarquer. Donc encore une fois, Yusei Matsui nous gracie d'une mise en scène drôle et efficace pour bien exprimer ce qu'il se passe. Avec une petite référence, certes japonaise, donc on ne va pas tous comprendre pas trop l'idée, mais je pense que les pixels on connaît avec Canal+, tout ça, hein, n'est-ce pas? Donc bon, c'est pas non plus complètement inconnu. Cela dit, Shizuku n'embrasse pas Tokioki rien que pour perturber son adversaire, car pendant que Mima et ses amis ont le regard braqué sur ce baiser langoureux, Shizuku en profite pour tricher habilement et ainsi remporter la partie à la grande satisfaction de ses compagnons. J'aime vraiment comment Yusei Matsui arrive à me surprendre une fois de plus avec encore une tactique un peu loufoque et sensuelle, sans tomber dans le grossier et la lourdeur. L'équilibre est vraiment parfait, je trouve. Et grâce à cette victoire, les insaisissables peuvent alors récupérer le pauvre Gemba, en plus de gagner l'affection de Mima, qui a trouvé en Shizuku quelqu'un de plus osé qu'elle. Elle semble aussi beaucoup apprécier Tokioki, à qui elle veut faire visiter la ville, puis l'inviter chez elle pour la nuit. Shizuku et Ayako interviennent alors dans une seconde scène comique, pensant que Mima a des arrière-pensées coquines pour leur seigneur. Encore une fois, l'équilibre est parfait, quoi. S'il y a un petit sous-entendu coquin, sans non plus qu'on part dans le grossier, et ça je trouve ça très appréciable. Les deux filles alors arrivent à forcer Mima à inclure tous les insaisissables dans sa visite guidée. Ces deux-là gardent alors décidément bien leur seigneur, surtout face à une concurrente romantique potentielle, et c'est assez amusant à lire. Ensuite, après un petit cours sur la mode changeante à Kyoto, qui apporte un peu de culture mais aussi de profondeur au récit, tout en illustrant les temps qui changent après la chute du shogunat,
de Kamakura. On arrive alors au Sanju Sangendo, c'est pas facile à dire ça, hein. Un temple connu pour ses 1001 statues en bois de déités bouddhistes. D'ailleurs, là je parlais tout à l'heure du Kiyomizu-dera que je n'ai pas vu, mais le Sanju Sangendo, j'ai été le voir lors de ma deuxième visite à Kyoto, et franchement c'est très impressionnant. C'est une visite qui prend pas énormément de temps, enfin ça dépend combien de temps vous passez à observer les statues, mais franchement c'est impressionnant, donc si jamais vous avez l'occasion d'aller à Kyoto, eh bien je vous conseille d'y aller. En plus, vous pourrez penser à de l'élysée samouraï. Mais pour Mima, c'est pas vraiment ces statues qui sont intéressantes, parce qu'elle trouve que. Elle dit d'ailleurs, oui, c'est sympathique, mais c'est pas vraiment qui l'intéresse. Et ce qu'elle veut montrer à ses nouveaux amis, c'est plutôt l'extérieur du temple, où Ayako remarque des flèches plantées dans une poutre de l'avant-toit du temple. Mima explique alors qu'un noble a réussi à toucher ces poutres en se plaçant de l'autre extrémité du temple. Kojiro lui pense que le tir est impossible, mais Mima assure que le noble est y arrivé avec facilité. Le but de cette explication, en plus de faire découvrir au lecteur la ville et ce temple, se comprend avec la réflexion de Tokiyuki. Il y a des gens extrêmement talentueux à Kyoto, et sûrement pas des alliés, ce qui est promet pour la suite. Après cette visite, Mima semble pas en avoir fini avec les insaisissables, qui eux par contre commencent à fatiguer. Arrive ensuite un samouraï éméché que Mima bouscule. On découvre alors que c'est un samouraï du clan Nita, le clan qui a attaqué Kamakura, et selon Mima, ce clan n'a pas eu le résultat qu'il espérait une fois le shogunat tombé. C'est donc intéressant de voir que la trahison du clan Nita envers les Hojo n'a finalement pas vraiment payé. Ce samouraï veut ensuite s'en prendre à Mima, qui n'a pas été très aimable, et si elle comptait se laisser faire, comptant sur son père pour la venger ensuite, Tokiyuki intervient et déploie alors la technique lame de Bouddha cœur de démon qu'il avait développée pour vaincre Shokan lors de leur première rencontre. Cependant, il ne blessa pas le samouraï et se contenta de le désarmer pour qu'ensuite Kojiro et Ayako l'assomment pour le mettre hors d'état de nuire. Cette intervention renforce l'affection de Kamima pour Tokiyuki, qui le trouve encore plus tombeur et excentrique. Ce qui n'est pas étonnant car Tokiyuki prend une sacrée pause de tombeur quand même. Il ne le fait pas exprès, mais il tape bien la pause. Mima rentre ensuite chez elle, après cette journée de visite, et c'est là qu'on rencontre son père, Sasaki Doyo, le samouraï si renommé qui a fait trembler Kojiro il y a peu. Si cet homme semble être très manipulateur et mystérieux, il a aussi son running gag propre à ce manga, car le samouraï a le visage sombre et insondable. Encore une fois, j'aime bien, il caractérise bien les personnages, en tout cas certains, avec chaque fois un espèce de running gag ou de caractéristique un peu loufoque. Ici, on a le personnage qui, même en plein soleil, il a le visage sombre pour montrer qu'il est insondable et un peu vil. Ou alors on a Yasuie qui a toujours écrit ce qu'il pense vraiment sur son front. Et on en a eu d'autres dans les autres chapitres. Et j'aime bien ce genre de petite caractérisation. C'est léger parce que on ne comprend pas trop le manga, mais en même temps, il y a toujours ce petit running gag qui revient et c'est subtil encore une fois. Et franchement, moi ça me fait bien marrer, quoi. Même si le personnage est sérieux. Tout ça c'est assez marrant. Donc ce Sasaki Doyo est à la solde de Takoji et risque bien de causer des soucis à Tokiyuki et ses alliés tant il paraît redoutable. Le lendemain, les visites reprennent et Yusei Matsui s'amuse à faire une petite blague sur le pavillon d'or de Kyoto qui n'existe pas encore en 1335 car la construction ne commence vraiment qu'en 1397. Donc j'aime bien ce genre de petites blagues historiques, surtout quand on connaît ce qui va en devenir. D'ailleurs, encore une fois, le pavillon d'or que j'ai pu observer à Kyoto, ça c'est aussi l'une des attractions touristiques les plus bondées de Kyoto. C'est très joli, mais voilà, j'aime bien ce genre, donc on voit l'endroit où se trouve maintenant le temple d'or, et on comprendra un peu plus tard comment ça va se transformer en pavillon d'or, donc restez bien jusqu'à la fin. Une fois les visites terminées, les insaisissables retournent à la demeure de Sayonji pour découvrir enfin le plan de ce dernier et de Yasuie. Les deux comploteurs organisent l'assassinat de l'empereur Go-Daigo pour ensuite déclencher la fameuse révolution pour rétablir le shogunat. Cette révélation est faite sur 3 longues cases, prenant ainsi toute une page, avec des visages très détaillés à l'air machiavélique, comme pour bien exagérer sur le sérieux de la révélation, et je dois admettre que c'est plutôt efficace, on sent bien l'intention. Et en même temps, le petit gag derrière, parce qu'on comme on voit que c'est exagéré, bon,
on comprend que bon, Yusae Matsui ne se prend pas tout à fait au sérieux, mais en même temps, il y a une tension quand même. J'aime bien cet équilibre, encore une fois, entre comédie et tension, vraiment. Parce que là, il faut quand même faire un meurtre. Donc, bon. C'est ça que j'aime bien, ce genre de détails, encore une fois. Mais cela dit, Fubuki est contre ce plan, car selon lui, il souillerait à jamais le nom des Hojo et desservirait complètement la cause de Tokiyuki. Ce dernier est alors soulagé de voir que cela n'a pas son approbation, car apparemment Yorishige aurait prédit cette initiative ainsi que son échec. Cependant, ils ne peuvent annuler cette tentative car Yasue ne se démontera pas et ira jusqu'au bout. Pour ça, il a bien le caractère un peu de son neveu aussi. Une fois qu'il a décidé un truc, il y va à fond, quoi. Les insaisissables vont donc devoir prévoir leur fuite suite à cet échec, et c'est ainsi qu'ils se mettent en quête du meilleur chemin de fuite pour quitter la capitale. Ces préparations réjouissent bien sûr Tokiyuki, vu qu'il s'agit de fuir. Alors, prévoir une fuite, ça forcément, ça peut le faire que le faire kiffer. Hein. Pendant ces recherches, ils vont alors faire la connaissance d'un étrange personnage qui apprécie le choix de la rue pour fuir. Lui-même semblant très talentueux pour la fuite, et Tokiyuki le remarque assez vite. Un maître de la fuite en reconnaît vite un autre. D'ailleurs, il y a une étrange tension entre eux. Ce n'est pas une tension inquiétante, car Yusei Matsui exagère singulièrement la scène avec les deux maîtres de la fuite qui se jaugent d'une manière sérieusement loufoque, si je puis dire. Chacun montrant à l'autre son art de la fuite sans pour autant fuir. C'est un peu étrange ce que je dis là, mais c'est ce qu'on voit sur les deux grandes cases. Donc je mettrai l'image pour illustrer, ce sera plus clair, parce que c'est vrai que de ce que je dis, ça paraît pas très clair. Ce n'est donc ensuite que quand le mystérieux personnage se présente que la tension disparaît. On apprend ensuite qu'il s'agit de Kusunoki Masashige, l'un des héros de guerre pendant la chute du shogunat, et aussi l'un des plus grands génies militaires de l'histoire du Japon. Donc c'est quand même un sacré CV. Si ses compagnons veulent fuir, Tokiyuki pense tout le contraire pour une fois et commence une discussion étonnamment honnête avec Kusunoki en parlant de Shokan et des ennemis qu'il voudrait abattre. Kusunoki comprend vite que le jeune garçon attend quelque chose de lui et lui demande alors de le suivre seul dans sa demeure. Malgré la réticence de ses compagnons, Tokiyuki se rend seul chez Kusunoki, qui lui apprend alors qu'il ne doit pas s'enfermer dans des stratégies trop classiques et penser hors des sentiers battus si jamais il voulait vaincre un ennemi plus fort que lui. De plus, Kusunoki affirme que fuir, c'est vivre, et qu'il faut appliquer cette idée même si on est traité de couard et de faible. Cette déclaration a un écho particulièrement retentissant chez Tokiyuki, pour qui la fuite est aussi un art de vivre et un grand plaisir. Il trouve donc enfin quelqu'un qui partage cette philosophie. Alors, ça c'est bien, parce que du coup il a un peu trouvé peut-être son mentor, hein, peut-être, parce qu'apparemment Kusunoki quand même est très fort. Donc, dans d'autres circonstances, hein, qui n'étaient pas vraiment ennemis, ça aurait été marrant que Kusunoki lui apprend encore plus l'art de la fuite et de la stratégie militaire. Mais avant de se quitter, Kusunoki lui donne un recueil de stratégies autour de l'art de la fuite, mais c'est tellement mal écrit que je doute que ce soit très utile à Tokiyuki. Hein. Alors moi j'écris très mal, mais alors de ce que je vois dans le manga, c'est encore pire. Donc je sais pas comment il va pouvoir utiliser ça. Et dans un sens, c'est peut-être pour ça que Kusunoki lui offre, parce qu'il sait très bien qu'en fait il va pouvoir rien en faire. Parce que normalement c'est un truc censé être exclusivement pour l'empereur, mais bon là c'est juste au stade de brouillon et c'est complètement illisible. Donc je sais pas vraiment quel était le but de ce cadeau, mais en tout cas je pense que Tokiyuki ne pourra pas en faire grand chose. Mais ensuite, quand Tokiyuki quitte la demeure de Kusunoki, il arrive à entendre une information capitale. Takoji sera à un banquet chez Kusunoki après-demain entre 19 et 21h. Fubuki fait alors absolument utiliser ces informations pour une tentative d'assassinat sur Takoji, car s'ils réussissent, cela portera un coup fatal à l'empereur si lui-même survit au complot de Yasue. Kojiro lui met un avis, et donc Tokiyuki accepte ce plan plutôt audacieux. À l'heure fatidique dite du Takoji arrive bien à l'endroit prévu, et c'est son hôte Kusunoki qui l'accueille, pour ensuite demander aux gardes de Takoji d'aller accrocher leurs chevaux un peu plus loin, car il n'en a plus chez lui, prétextant qu'il y a déjà des gens chez lui, donc il n'a plus de port d'attache. Ainsi, Kusunoki et Takoji se retrouvent seuls dans la rue, menant à la résidence de Kusunoki. C'est là que Takoji nous révèle alors le poteau rose, Kusunoki est en fait Gemba déguisé. Takoji repère aussi Tokiyuki caché dans un arbre, et c'est ainsi que la tentative d'assassinat commence bien mal, mais les insaisissables ne le cessent pas décourager et passent à l'attaque simultanément
pensant qu'il est impossible de tout parer en même temps alors qu'il est à cheval. Sur le papier, le plan est bon. Il est à cheval, donc il a la mobilité un peu réduite, et ils attaquent des trois côtés. On a donc là une très jolie composition de pages où l'on voit Kojiro et Fubuki attaquer au sabre par derrière et la flèche de Tokiyuki arriver par l'avant avec encore une parfaite maîtrise de la perspective. De plus, c'est une page qui conclut le chapitre, donc c'est un parfait cliffhanger, autant dans la prépublication que dans le tome relié où il faut tourner plus quelques pages pour avoir le dénouement de cette offensive pour bien garder le suspense. Donc ça, encore une fois, il a bien pensé le truc et ça fait plaisir. Contre toute attente, Takoji arrive à parer les 3 attaques avec ses mains, mais plus étonnamment avec sa lèvre supérieure qui arrive à stopper la flèche de Tokiyuki, ce qui est assez incroyable. Encore une fois, un dénouement plutôt surprenant de la part de Yusei Matsui, où, bon, s'il arrive à bloquer les 2 sabres avec ses mains, ça, c'est pas si surprenant que ça, on sait quand même que c'est un samouraï plutôt compétent, puis s'il a quand même fait chuter le Shogun Kamakura, bon, pas tout seul, mais quand même, c'est grâce à lui, mais qu'il arrive à stopper une flèche avec sa lèvre supérieure, ça quand même. Donc même si Tokiyuki n'a peut-être pas un monstre de force, la flèche allait vite quand même. Essayez vous-même, je crois que vous allez rater. Donc voilà, c'est encore une fois une belle, un beau suspense, enfin un beau dénouement, plutôt surprenant, quoi. Takoji se défait ensuite rapidement de Fubuki et Kojiro pour disparaître ensuite et ne réapparaître que derrière Tokiyuki, dont le samouraï comprend que c'est lui le leader. Tout comme Tokiyuki, on pense alors que Takoji va le reconnaître, mais une fois de plus, la surprise est là, car Takoji ne reconnaît absolument pas le garçon qu'il prend pour le fils d'un samouraï qu'il aurait tué pendant sa prise de Kyoto. Tokiyuki ne comprend pas et Takoji lui dit alors qu'il a dû l'oublier car il ne pense qu'au futur. Le samouraï lui dit alors, avec le plus grand sourire bienveillant, d'oublier sa rancœur et de vivre sa vie, et en plus il lui propose même d'entrer à son service. Ça, il aura de quoi être bien riche et tout ça, et il ne vivra pas dans la rue, ni dans le ressentiment. Mais justement, c'est alors qu'on a droit à 2 cases d'un Tokiyuki plus enragé que jamais, insulté par cette demande, lui qui était le fils du seigneur de Takoji. Je n'avais vraiment jamais vu Tokiyuki aussi en colère en une 50aine de chapitres. Yusei Matsui sait parfaitement dépeindre cette grande colère avec des traits exagérés et les yeux remplis de colère. C'est vraiment très impressionnant, surtout quand tu connais le personnage, qui est d'un naturel très, très gentil, très aimable. Franchement, il fait peur sur ces 2 cas. Cependant, la noirceur intérieure de Takoji va se révéler bien plus impressionnante encore que la colère de Tokiyuki, et Yusei Matsui l'illustre parfaitement dans une pleine page où l'on se croirait dans un film d'horreur fantastique. Encore une fois, ce n'est pas trop mon délire, ce genre de page très, très loufoque. Enfin, c'est plus vraiment loufoque, mais c'est de l'horreur très exagérée. Donc ça, c'est pas vraiment mon délire. Mais en même temps, ça illustre bien les ténèbres de Takoji, et il fallait bien quelque chose de vraiment spécial pour contrer la colère de Tokiyuki. Parce que le gamin, il était prêt à l'empaler avec son sabre, mais Takoji lui a plutôt bien répondu. Fubuki va alors partir à la rescousse de son seigneur, mais arrivé sur place, il est comme tétanisé par l'aura maléfique de Takoji, et ironiquement, c'est Tokiyuki qui se Fubuki de l'envie meurtrière de Takoji. Les insaisissables partent alors en retraite, sous l'ordre plein de sang-froid de Kojiro, qui comprirent vite l'échec de leur tentative d'assassinat. Le groupe cavale alors dans Kamakura, suivant la route qu'ils avaient prédéfinie à l'avance, mais malheureusement pour eux, Takoji les prend en chasse et les rattrape très vite. Les garçons ne sont sauvés que par l'arrivée du véritable Kusunoki, demandant à Takoji de bien vouloir se diriger vers sa résidence, car les plats du banquet vont être froids et que ça créerait une dispute avec sa femme. C'est donc avec un sujet aussi banal que Kusunoki arrive à détourner Takoji de sa chasse au grand soulagement des insaisissables. Donc encore une fois, c'est une résolution tout à fait surprenante parce qu'on pensait vraiment que Takoji allait sabrer tous les insaisissables, mais t'as Kusunoki qui arrive avec son petit problème assez insignifiant. Ça me fait penser à Malocoxis dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, qui veut qu'on s'occupe de son petit problème de maison, alors que numéro 8 vient de sauver toute l'Égypte de l'Empire romain. Donc voilà, c'est un peu le même genre de comédie. C'est assez rigolo, quoi. Mais grâce à ça, le petit groupe peut alors quitter Kamakura sans encombre. En chemin, cependant, vers la sortie de la ville, il rencontre Mima, qui s'étonne de voir Tokiyuki partir si vite. Celui-ci s'en excuse et la rassure en lui disant qu'ils se reverront, mais son air triste ne présage rien de bon. D'ailleurs, c'est une des rares fois où on voit vraiment Tokiyuki extrêmement triste. Donc c'est bien, encore une fois, être encore une palette de sentiments nouvelles, parce que même si on l'a vu très triste au tout début du manga quand il a perdu tout son clan,
Là, il pleure vraiment à chaudes larmes, donc c'est vraiment en fait impressionnant et en même temps c'est touchant, quoi. Concernant Yasue et Sayonji, encore à la capitale, ça tourne mal pour eux aussi, car le frère cadet de ce dernier l'a trahi. Yasue veut fuir, alors que Sayonji décide de rester et d'assumer les conséquences de ses actes. Ce personnage eut une brève apparition dans l'histoire, mais il part avec honneur. Les insaisissables, eux, ont aussi fui Kamakura et font une halte avant de rejoindre Yasue au point de rendez-vous qu'ils avaient fixé. Le groupe reste assez affecté par la rencontre avec Takoji, surtout Tokioki, qui enrage de subir qu'humiliation et défaite. Et là, on a de nouveau une nouvelle palette de sentiments de Tokioki, parce que, encore une fois, il enrage véritablement, et il le dit d'ailleurs qu'il enrage, et on voit vraiment qu'il commence à vraiment vouloir cesser de se faire avoir et de se faire humilier par les autres samouraïs. Et ça, je trouve que ça démontre encore sa détermination à vouloir reprendre le pouvoir, qu'il n'avait pas avant, hein, en tout cas tout moyennement, même si bon, il fait quand même pas mal de choses, mais là on voit vraiment qu'il y a une expression de colère et de rage qui sort de lui, et franchement, encore une fois, ça fait plaisir de voir d'autres expressions pour notre jeune prince insaisissable. Cela dit, heureusement pour le reste du groupe, Kojiro lui garde la tête froide et arrive à faire relativiser leur échec tout en tentant, à sa manière, de remonter le moral de ses compagnons. C'est un peu la manière de tsundere, hein, donc bon, il est assez rigolo, alors que Kojiro n'est pas vraiment tsundere, mais là sur le coup, il le fait un peu, et bon, je trouve ça amusant. Mais aussi, on voit que l'expérience militaire et son caractère permettent une fois de plus de garder les insaisissables unis et motivés, et ça c'est très appréciable à lire, car on voit que Kojiro n'est pas uniquement un excellent samouraï, c'est aussi un bon soutien moral qui sait digérer rapidement un échec aussi cuisant que cette tentative d'assassinat sur Takoji. En plus de l'aura quand même très flippante de Takoji, donc on voit qu'il a vraiment la tête sur les épaules, et ça fait plaisir. C'est ainsi que se conclut l'escapade des insaisissables à Kyoto, ainsi que cette review, un peu plus longue que d'habitude, mais j'avais envie vraiment d'englober tout le voyage de la capitale dans une seule review. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine insaisissable review. Au revoir.